Ok, ça c'est ce qui était prévu. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié le partenariat économique et on a oublié les 4 grands axes, énergie en particulier et agua, et on est resté dans des partenariats de type culturel réduits à quelques programmes de coopération à vocation universitaire et culturelle dont je parlais tout à l'heure, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Le deuxième vrai problème qui s'est posé concernant les flux migratoires avec le processus de Barcelone, c'est qu'on a mis l'accent sur la circulation des biens et des marchandises, mais on a totalement mis de côté, du côté européen, la circulation des personnes. D'où les histoires de visa Schengen, etc. Et on a inventé, comme l'a fait le président Sarkozy en France, on a inventé l'immigration choisie, on a dit on va prendre les meilleurs, etc. Bon, ben, il faut se poser des questions. Là. Il n'est pas normal que des pays comme la France, l'Angleterre ou autres, ou le Canada, disent on veut bien que vous immigriez chez nous, mais on prend les meilleurs. Les jeunes, diplômés, que nous avons formés dans nos universités, dont on a fait des ingénieurs en informatique, en biologie, en microchimie, en ceci, en cela, et qu'après le Canada ou la France les prennent et ils disent c'est l'immigration choisie. Ben on n'en a pas besoin. De toutes les façons, à un moment ou à un autre, ils finiront par réaliser qu'ils ont besoin, bien entendu, de développer des projets de développement dans ces pays plutôt que de prendre le brain drain tel qu'il se fait actuellement. Bien, ça c'est la réalité. Alors là, juste, je voulais vous montrer concernant les soutiens qui avaient été apportés par l'Union européenne, les investissements directs dans les pays d'Europe centrale, les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale. Lorsqu'on voit l'aide qui a été apportée à ces pays par l'Union européenne, vous voyez ici les diagrammes de 1995 à 2004, et en comparaison, on voit l'aide qui a été apportée dans les cas des programmes MEDA. Les programmes MEDA, c'était les programmes que l'Union européenne faisait à l'adresse des pays du Maghreb, en fait de la rive sud de la Méditerranée, de l'Égypte, de la Libye, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. On voit donc qu'il y a quand même une différence notoire. Et là, on se pose la question de savoir sur quelle base on veut développer ce partenariat euro-méditerranéen lorsqu'on voit les flux financiers qui correspondent aux flux migratoires d'un côté comme de l'autre. D'un côté, on met très peu d'argent, et d'un autre côté, on dit on veut prendre une immigration choisie, et donc on prend les meilleurs, mais on ne met pas d'argent pour aider ces pays à se développer. Donc ça, c'est la réalité. Première conclusion, 17 ans plus tard, après le processus de Barcelone, lorsqu'on analyse les IDE, c'est-à-dire le nombre des investissements directs étrangers au niveau des pays de la rive sud méditerranéenne, ceux-ci sont totalement insignifiants. Donc, résultat des courses, peanuts. Il ne s'est rien passé depuis 17 ans, on est en train de tourner en rond. Ces investissements se rendent principalement vers le secteur de l'énergie et touchent très peu le secteur industriel, et donc ça continue à favoriser les flux migratoires. Alors, ça c'est la triste réalité, mais j'avais dit au début de mon intervention que j'allais être optimiste. Il y a maintenant des perspectives qu'on peut prendre en considération et aller vers d'autres visions, qui ne sont pas celles des politiques. Mais ça, il faut le dire aussi, c'est une autre forme de prise en charge. We forget that the Mediterranean area is a very beautiful place. 30% du trafic maritime mondial, 30% des touristes internationaux viennent en France, en Italie, en Espagne, en Tunisie et ailleurs. Et donc, on devrait considérer cette région non pas comme un passage pour qu'il y ait des morts dans les traversées d'immigrés clandestins, que ce soit du côté de Lampedusa ou du côté des îles Canaries ou du côté c'est dans l'Atlantique ou du côté de l'Espagne, mais comme un espace où on peut bien vivre. Et là, il y a un enjeu stratégique qui est déterminant. Cet enjeu stratégique, c'est d'abord l'énergie. Le premier enjeu. Le second enjeu, on en parlera rapidement tout à l'heure, c'est la démographie. Le premier enjeu stratégique, c'est le fait que l'Europe n'a pas d'énergie et qu'elle est maintenant face à un véritable problème de résorption ou de try to reduce the nuclear energy source. Et donc, il y a nécessité d'aller chercher ailleurs de l'énergie. Or, juste en face de Barcelone, là-bas au sud, il y a la plus grande énergie qui puisse exister, qui peut arroser toute l'humanité pendant des siècles. C'est l'énergie solaire. Et donc, on va y venir. Alors, donc, maintenant, la question se pose de savoir
les pays du Nord sont face, c'est actuel, ça. Vous avez vu les débats qui se passent en Allemagne, même en France, sur la production énergétique qui est liée à l'avenir de l'énergie nucléaire. Va-t-on continuer d'aller vers le nucléaire? Big question. C'est pas évident, parce qu'il y a trop, après l'accident de Fukushima, au Japon, les gens se posent des questions et ont peur. Donc il reste à revenir vers l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, c'est un potentiel formidable de création d'emplois. En plus, pour une zone qui s'appelle l'Europe, qui maîtrise la technologie et qui a une crise économique terrible. Et donc, face à des pays qui ont des moyens financiers et qui leur disent, bon, venez, exploitons cette nouvelle énergie solaire. La problématique est la suivante. Ça, c'est des questions que je pose. It's only question about this pour inviter au débat. Est-ce qu'une coopération énergétique dans le domaine de l'énergie solaire est-elle porteuse optimistique, comme je disais tout à l'heure, réaliste, d'optimisme réaliste? Est-ce que la crise économique qui est actuellement en Europe et qui va, en fait, on l'appelle la crise, mais ce n'est pas une crise, s'il y a des économistes parmi vous, vous savez très bien que c'est un problème de changement structurel de l'économie des pays d'Europe. Dans les médias ou bien le discours politique veut bien faire parler de crise financière, crise économique, mais en fait, il y a un changement structurel de l'économie qui s'installe, et il y a en face un changement structurel dans les systèmes politiques des pays du sud de la Méditerranée avec le printemps arabe. Est-ce qu'on peut donc, la dernière question que je pose, est-ce qu'on peut imaginer un revamping des partenariats? Revamping, comme on dit en anglais, lorsque vous savez, dans les industries pétrolières, lorsqu'on met en place une raffinerie, au bout de 20 ans, il faut faire du revamping, il faut la moderniser. Il faut changer tous ces équipements. Est-ce qu'on peut imaginer un revamping de ces fameux partenariats qu'avait mis en place le processus de Barcelone avec les échecs qui ont été connus? Alors, je voudrais retenir, pour aller très vite, parce que là, il y a 3 grands projets qui peuvent être pris en charge de manière sérieuse par les pays de la rive nord et les pays de la rive sud, justement dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, etc., et qui peuvent, ces projets-là, absorber tous les demandeurs d'emploi qui arrivent, que ce soit ceux du Nord, où il y a beaucoup de chômage qui se développe. Combien en Espagne? 25% de taux de chômage? 30 maintenant? Ça va vite, hein? C'était 25% il n'y a pas longtemps. Et l'emploi des jeunes qui sont la majeure partie de la population dans les pays de la rive sud. Réduire les taux de chômage des jeunes. Pour la rive nord, ce sera un défi différent. Comment maintenir une dynamique économique et créer des emplois au moment même où la population est en train de vieillir. C'est-à-dire qu'il y a des paradoxes qui sont des paradoxes qui apparaissent conflictuels. Au nord, une population qui vieillit, mais avec une économie qui faiblit. Au sud, une population jeune qui augmente, avec une économie qui ne décolle pas. Donc ça, c'est des paradoxes sur lesquels on peut réfléchir de manière très simple. Et pour ce faire, moi, je considère qu'on peut mettre en place une espèce d'espace qui soit un espace énergiquement solidaire. Ça veut dire quoi? L'Europe n'ayant pas d'énergie, l'Afrique ayant une réserve d'énergie, l'Afrique du Nord, énorme à travers le Sahara, ils peuvent tous les deux, Europe et North Africa, ils peuvent mettre en place une politique et un nouveau cadre de partenariat qui va éviter l'approche des migrations, des flux migratoires, de l'immigration clandestine, tout ce cinéma sur lequel on nous fait réfléchir et qui en réalité est une fausse question qui est développée par les politiques alors que les vraies questions sont laissées de côté. Il y a un prix Nobel de physique, je le cite ici, Carlo Rubbia, qui dit que dans le Sahara, il pleut chaque année l'équivalent d'un baril de pétrole par mètre carré sous forme de rayonnement solaire. C'est-à-dire qu'au-delà des réserves de pétrole qui existent en Libye, en Algérie, ou au Tchad, ou au Niger, ou je ne sais où, l'énergie la plus importante, c'est l'énergie du soleil. Ça équivaut à un baril de pétrole par mètre carré uniquement le soleil. Donc c'est encore 10 000 fois plus intéressant que le pétrole. Mais ça suppose un changement de mentalité et de comportement. Le final, le projet Medgaz. J'ai pris ces 3 exemples, c'est tout, mais on peut en prendre d'autres. Le projet Medgaz, bon, je suppose que vous en avez entendu parler, c'est un grand projet, un vaste projet entre l'Europe et l'Algérie en particulier. L'Algérie est un immense réservoir de gaz naturel pour transporter du gaz naturel d'Algérie via Almeria, traversant l'Espagne, alimenter toute l'Espagne, le Portugal et ensuite la France, l'Allemagne, etc. Donc ça aussi, c'est un 3e projet.
Lui, il a démarré, il existe déjà, il regroupe CEPSA, Endesa, Iberdrola et GDF Suez, et le gazoduc Algérie-Europe qui va passer par l'Espagne. Bon, je vais montrer une carte, ça va être plus rapide. Voilà. Il vient de Hassi Messaoud, qui est ici, dans le désert algérien. Il est fini, hein, il a démarré. Hein. Je suppose que vous avez suivi l'opération. Ça, c'est le Marruecos, le Maroc, ça, c'est l'Algérie. Hassi Messaoud, c'est le plus grand gisement de gaz qui existe. Il y en a d'autres un peu plus au sud qu'on vient de découvrir, aussi importants, sinon plus importants que Hassi Rmel. Il va de Hassi Rmel jusqu'à Benissaf. De Benissaf, il y a un gazoduc sous-marin qui a été créé avec les Espagnols. Donc on revient à l'histoire de la technologie. Et pendant des années, beaucoup d'Espagnols ont travaillé, d'ingénieurs espagnols ont travaillé dans cette région. Et le gaz arrive à Almeria. On a choisi la ville d'Almeria parce que c'est la zone la plus enclavée d'Espagne qui n'a pas de gaz naturel. Et de là, bien entendu, ce gaz va être transporté à travers l'Espagne jusqu'à la France, l'Allemagne, la Belgique, etc. Et le Portugal, bien entendu. Il y a un autre, ça c'est un autre gazoduc qui passe par le Maroc pour alimenter nos voisins marocains et qui débouche à Cordoba. Donc ça c'est le troisième et dernier projet que je voulais citer, qui sont des projets très lourds, très intéressants, très producteurs d'emplois et qui créent des liens solides et des liens importants entre les deux rives de la Méditerranée, donc dans le partenariat, dans ce qu'on appelle le partenariat euro-méditerranéen. Ce n'est pas la peine que je vienne sur les bénéfices pour la ville d'Almeria, ça c'est en plus. L'Algérie donc va permettre d'alimenter pendant des années l'Europe en énergie solaire avec le projet Desertec s'il se met en place, il n'est pas encore mis en place, puisqu'il y a encore des réticences, il y a des gens et c'est un financement colossal, mais les moyens financiers existent. Les moyens financiers existent, ne serait-ce que du côté de la Méditerranée. Là, j'ai donné quelques chiffres. Les hydrocarbures, ne serait-ce que pour l'Algérie, représentent en 2011 74 milliards d'exportations de dollars chaque année. Et les réserves de change actuellement d'un pays comme l'Algérie s'élèvent à plus de 200 milliards de dollars, dont elle ne sait pas très bien quoi faire, parce qu'on a fait appel à nos amis espagnols pour faire des métros, des tramways, pour faire des... Parce qu'il n'y a pas l'industrie pour ça. Donc il y a le potentiel. Il existe en Libye aussi. Il existe dans les pays comme l'Arabie Saoudite. Il existe maintenant au Tchad, puisque le Tchad en a découvert du pétrole. Tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent inciter les populations à développer d'autres partenariats. Je passe rapidement là-dessus. Et je conclus là-dessus, si vous permettez. Si l'Europe veut devenir une économie compétitive et répondre aux évolutions démographiques, parce qu'il y a un enjeu démographique important dont on va parler tout à l'heure, il est probable que la migration doive suivre une courbe ascendante à l'avenir. Et là, il faut poser la question de la migration, de mon point de vue, de cette façon. Et pas seulement de façon comme on l'étudie un petit peu actuellement, les clandestins, pas les clandestins, la culture, l'interculturalité. La culture méditerranéenne, elle existe depuis plus de 20 siècles. Les Romains sont restés 700 ans en Afrique du Nord, les Arabes sont restés 700 ans en Espagne, les Français, les Visigoths, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on essaie de trouver de l'interculturalité là où elle existe depuis plus de 2000 ans. L'Égypte pharaonique, les Libanais, etc., les religions sont les mêmes, l'islam, le christianisme, pour moi, et le judaïsme, ce sont vraiment les mêmes religions, elles réfèrent toutes à Abraham. Je ne vois pas pourquoi on essaie de développer un discours qui, lui, va à l'encontre de ce que l'on peut considérer comme le creuset culturel de la Méditerranée. Par contre, si on s'intéresse à des questions réelles, qui consistent à dire que, il y a une population vieillissante au nord, qui est en train de poser un vrai problème de prise en charge, et il y a une évolution démographique avec un parcours économique qu'on doit mettre en correspondance, à partir de ce moment-là, on parlera de la migration de manière plus optimiste, moins fermée, et on ne parlera plus de migration clandestine. On parlera de migration qui enrichit, qui développe et qui permet d'associer à long terme une transition démographique difficile pour les pays du Nord et une migration qui est une donnée incontournable. Ça, c'est un premier facteur de tension. Une population qui vieillit, une population jeune en face, au sud, et qui, elle, constitue un réservoir d'actifs, mais au nord, il n'y en a plus. Donc il ne faut pas aussi raconter des histoires par les politiques et dire qu'il va falloir limiter la migration. Ce n'est pas vrai. Ils racontent des choses fausses. Alors je vous donne juste ici un graphe qui montre la population active qui décline au nord et qui s'accroît au sud. Si vous comparez le more developed regions, vous voyez la population qui descend ici, et vous comparez les populations des pays pauvres, ça augmente de plus en plus. Ici en bleu, vous voyez l'Europe
l'Europe qui est en train de vieillir à un rythme accéléré. La nécessité de main-d'œuvre pour les économies du Nord, sur le long terme, la croissance de l'économie européenne va se heurter aux problèmes démographiques. Dans les 20 ans, les 25 ans à venir, il n'y aura pas de main-d'œuvre pour travailler. Donc, nécessité de faire appel à des apports démographiques. Les politiques migratoires qui continuent à être axées sur la minimisation des flux sont des politiques migratoires qui risquent de contribuer davantage à la chute des économies européennes. Et cette chute, elle est liée au déclin démographique qui se fait essentiellement par le recul de l'âge de la retraite, à moins de pousser, comme j'ai dit tout à l'heure, la retraite à 80 ans. Ce qui me semble, ça va venir peut-être un jour. On se regarde, lui et moi. Et les hommes politiques européens, comme Angela Merkel, ils vont dire qu'il va falloir prendre la retraite à 67, à 70, à 80 ans un jour. Donc, deuxième nécessité, si on veut être dans une relation gagnant-gagnant, if we want to stay in a win-win relation, we need to share. Nous devons partager. Aujourd'hui, malheureusement, la Méditerranée, c'est un espace qui est mal partagé. On considère que c'est une mare nostrum, comme on dit, mais en réalité, elle est très mal partagée. Donc l'énergie peut être un facteur qui va mettre au cœur des problématiques politiques de la région et résoudre les inégalités nord-sud. Maintenant, ça se met en place. Mais ça demande un travail des opinions, des peuples, et pas des hommes politiques ou des intérêts, parce que souvent les intérêts des gouvernants ne sont pas les intérêts des populations. Donc aujourd'hui, si on veut que l'espace soit mieux partagé qu'il ne l'est actuellement, peut-être faudra-t-il que les peuples s'investissent davantage et disent aux hommes politiques ce qu'ils doivent faire et non pas attendre quand on voit les 3 projets dont je vous ai parlé. Les investissements qui seront nécessaires, s'ils ne sont pas réalisés comme on l'a vu dans les programmes PECO avec les programmes MEDA, la sécurité des approvisionnements, la croissance de l'économie régionale et l'intégrité environnementale continueront d'être menacées. Et ce n'est pas quelques bateaux qui vont traverser le détroit de Gibraltar ou qui vont aller à Lampedusa en Italie qui vont changer la donne. Ça, c'est bien sûr, on focalise, we focus on that kind of events. But the reality is not here. Or the future is not here. The future is not when on bunkérise, on a bunkérisé l'espace Schengen et on considère qu'on est dans le droit chemin, mais la facture sera très lourde à payer si on continue sur ce chemin. D'où la nécessité de need to share. Voilà, donc on pourrait aller vers une nouvelle, je conclue là-dessus, une convergence méditerranéenne qui se base sur une conception en termes d'intérêt national et qui devrait se focaliser sur des projets communs, comme ceux qui cités, Desertec, Medgrid ou Medgaz, et qui vont être faits en faveur des peuples de cette région. Je conclus avec cette phrase de l'Organisation internationale des migrations et l'Organisation internationale du travail, qui spécifie 2 organismes internationaux qui disent que les politiques qui excluent les migrants des mécanismes de relance risquent leur propre exclusion du marché du travail. Le capital humain en migrants existants et potentiels pourrait jouer un rôle crucial sur la voie de la relance économique et du renforcement de la compétitivité de l'économie européenne en comblant les pénuries de main-d'œuvre et en apportant les compétences nécessaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale des migrations et l'OIT. Et sur ce, je vous remercie infiniment. Pour ceux que ça intéresse, j'ai juste mis quelques petites références. Je conseille vivement aux gens qui sont intéressés par ces questions cet ouvrage en collectif qui a été fait, qui s'appelle « Demain la Méditerranée, scénario et projection à 2030 », qui est fait par l'IPMED, l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Il existe en version anglaise. Il vient de sortir, il est récent. Je conseille vivement aux étudiants de le lire parce qu'il est extrêmement intéressant.